Des mondes, samedi à 16h20 sur France 3. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Alpes de la mi-journée. Nous irons à Vars en Isère où des professeurs sont allés à la rencontre des militaires pour préparer la journée de la citoyenneté. Les enseignants qui sont en première ligne pour expliquer aux élèves les événements terroristes qui ont touché le pays. Les artificiers sur le pont à la veille de l'ouverture des stations, déclenchement d'avalanches, sécurisation des domaines skiables, reportage à l'Alpe d'Huez en Isère. Et puis le temps froid persiste avec de nombreux nuages au-dessus des massifs, quelques averses de pluie ou de neige possibles sur les préalpes. Température stable 2 à 4 degrés en altitude, 5 à 7 degrés en plaine. Mais tout d'abord, de nouvelles perquisitions cette nuit dans la vallée de l'Arve, dans une commune proche de Cluses en Haute-Savoie. Les forces de l'ordre visaient un prédicateur autoproclamé et son entourage. Selon notre confrère le Dauphiné Libéré, il est soupçonné de prosélytisme. Les précisions sur place à Marnat, Serge Vorette. Selon nos informations, les gendarmes sont intervenus en banlieue de Cluses, ici à Marnat et plus précisément dans ce foyer de travailleurs migrants juste derrière moi qui comporte une centaine de chambres, mais également dans un autre quartier de la ville, celui des Valignans. L'opération visait spécifiquement un homme connu pour être un prédicateur autoproclamé et quelques hommes de main. Il avait l'habitude d'intervenir dans la salle de prière du foyer de migrants en tentant d'endoctriner des étrangers isolés, nous dit-on. Pas d'armes ni de drogue, en revanche des ordinateurs qui ont permis de livrer de précieuses informations, nous dit-on encore. Rien d'un point de vue judiciaire n'a été retenu contre cet homme qui malgré tout a été assigné à résidence par le préfet de la Haute-Savoie que l'on rencontre cet après-midi et qui devrait nous en dire un peu plus. Sachez aussi que d'autres perquisitions ont eu lieu cette nuit à Échirolles, en Isère, une dizaine environ. Un suspect faisant l'objet d'une fiche de recherche a été interpellé. Et puis je vous rappelle que dès la fin de ce journal, je vous invite à consulter notre site internet France 3 Alpes pour y découvrir l'interview de Patrick Mérès, directeur des forces de police de l'Isère, qui fait un point complet sur les perquisitions et l'état d'urgence sur notre région et surtout dans le département. Justice, le procès de Kevin et Sofiane aux assises de l'Isère. Cet après-midi, la Cour va auditionner 2 témoins, des amis des 2 victimes qui ont fui la scène de crime. Sur place au palais de justice pour les précisions, Jean-Christophe Solari. Depuis le début de la semaine, des témoins des meurtres de Kevin et Sofiane, témoins directs ou indirects, défilent à la barre. Et ce qui frappe les parties civiles, c'est l'omission soudaine, l'amnésie dont sont atteints la plupart des témoins. Je ne sais pas, je ne me souviens plus, ça fait longtemps, vous savez, ose-t-il dire. Des omissions, des oublis qui révoltent les proches de Kevin et Sofiane. Écoutez ce qu'en dit Olivier Morel, il est enseignant d'anglais au lycée Marie Curie. Et Sofiane travaillait chez lui en tant qu'auxiliaire de vie avant d'être tué. Il y a 3 ans, paraît-il, ils ont fait des dépositions très précises. Et ils ne font... C'est marrant, quand on a vécu quelque chose de très marquant comme ça, oublier, moi ça me paraît... oublier quelqu'un qui a pris 34 coups de couteau et de l'autre côté 21, des tessons de bouteille, et tout, des coups de bouteille, tout ça, c'est quand même... pour le moins étrange, on va dire. Cet après-midi, 2 amis de Kevin et Sofiane, Benjamin Bolo et Michael Néris, vont venir témoigner à la barre. Leur témoignage est très attendu. Ils ont réussi à échapper à la mort ce soir-là, le soir de la rixe, car ils se sont enfuis alors que les coups pleuvaient. Leur témoignage devrait enfin éclairer la cour sur l'implication respective des 12 accusés. Justice toujours, le parquet de Thonon-les-Bains fait appel de la décision du tribunal correctionnel qui a relaxé la société de remontée mécanique de Châtel après l'accident mortel d'un jeune Anglais resté accroché à un télésiège par la sangle de son sac à dos en 2011. Seul le conducteur du télésiège avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Depuis les attentats de Paris, les enseignants sont en première ligne pour répondre aux inquiétudes des élèves. Une mission qui revient généralement aux professeurs d'histoire et géographie qui animent des cours sur le civisme, la défense et la citoyenneté. Hier, certains d'entre eux étaient à Vars, au quartier Rény, pour préparer la fameuse journée de la citoyenneté avec des militaires. Jean-Christophe Solari, Grégory Lespinasse.
Le PAMAS que vous avez vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la double dotation. Ils sont professeurs en histoire géo et aujourd'hui ce sont eux qui prennent un cours de défense et citoyenneté au quartier Régnier de Vars, car dans leur classe, ils animent des modules de préparation à la journée de défense. Elle intervient généralement au lycée, en classe de première. Les enseignants sont les premiers donc, à intervenir sur des questions de défense et de citoyenneté, et nous intervenons en troisième rideau. Nous bouclons en quelque sorte la boucle de ce parcours, sans oublier bien sûr l'étape du recensement en mairie. Vous allez devoir répondre aux questions qui vont défiler sur cet écran en tapant 1. Et pour mieux comprendre ce qui se joue durant cette journée de défense, autant se mettre à la place d'un jeune, à commencer par le test en français. Il faut être très concentré, c'est surtout ça. Et puis, c'est une histoire de rapidité, de repérage d'informations. Donc ça mobilise beaucoup de compétences. Intéressant. Mais plus que jamais, depuis les attentats de Paris, les enseignants sont interpellés par les élèves sur les questions de sécurité. L'état d'urgence, le rôle des gendarmes, de l'armée, des images qu'ils voient en boucle sur les écrans. Oui, à la télé, ou sur Facebook. D'où le problème. Parce que justement, entre ce qu'ils voient, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils n'analysent pas, justement, ça pose un vrai souci. Et nous, on est vraiment là dans le débriefing. Alors après, effectivement, en termes d'attente, par rapport à la défense, à la sécurité, au métier lié à tout cela, ils sont en demande, ils sont en question, ils y portent beaucoup d'intérêt, beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années, ça c'est sûr. Des jeunes qui ont réalisé récemment à quel point des militaires pouvaient engager leur vie pour la sécurité des autres. Ils découvriront lors de leur journée de défense et de citoyenneté qu'un service militaire volontaire est en phase d'expérimentation. Dans le Nord-Isère, Gérard Desempt tient tête au préfet. Le maire d'Yverdroite de Charveux-Chavagneux maintient la délibération de son conseil municipal dans laquelle la commune accepte d'accueillir des migrants à la seule condition qu'ils soient chrétiens. Le 22 octobre dernier, le préfet lui avait demandé de retirer cette délibération. Florine Heba. Gérard Desempt persiste et signe. Le 8 septembre dernier, le maire de Charvieux-Chavagneux dans le Nord-Isère avait fait parler de lui suite à sa prise de position sur l'accueil des migrants. Son conseil municipal avait voté à l'unanimité pour un accueil de migrants uniquement de culture et de religion chrétienne. Une délibération qui avait fait grand bruit et que le préfet de l'Isère lui avait demandé de retirer après avoir déposé un recours auprès du tribunal administratif de Grenoble qui rendait sa décision le 12 novembre dernier. Le tribunal validait la demande du préfet et faisait suspendre la délibération. Hier, 25 novembre, dernier conseil municipal en date. La réaction à la réponse des 22 élus présents dans la salle a été d'entonner la Marseillaise, profitant de la présence d'une équipe de télévision. Cependant, l'examen du dossier risque de prendre de longs mois avant que le déféré ne soit examiné sur le fond. Nouvelle action du collectif R qui a occupé pendant 9 mois une salle de paroisse d'une église de Lausanne. Depuis le début de la semaine, cette association de défenseurs des migrants et quelques migrants se sont invités dans l'un des amphithéâtres de l'université de la Cité suisse afin d'interpeller le monde académique et réfléchir avec les étudiants aux problèmes des migrants. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. C'est une définition en fait concernant les droits à la citoyenneté. Tout étranger âgé de 21 ans... Qu'est-ce que le droit? À quoi ça sert? Pourquoi faire? Jamais aucun de ces étudiants ne s'était posé cette question pragmatique avant d'arriver à l'université. Mais ce matin, c'est la pratique qui l'emporte sur la théorie. D'accord. Le droit, ça veut dire être égaux aux autres. Ils sont afghans, érythréens pour la plupart, menacés de renvoi dans l'un des pays de l'Union européenne, là où ils ont transité pour la première fois. Ce sont les accords de Dublin qui protègent la Suisse et qui font réagir. Je pense que le droit au savoir est un droit aussi universel, on en parlait avant, et ça devrait être possible et ouvert à tous, sans restriction et sans conditions préalables. Depuis 9 mois, le collectif et les migrants occupent une salle de paroisse d'une église. Ils ont tenté de sensibiliser la ville et l'État. Aujourd'hui, c'est avec le monde académique qu'ils espèrent échanger, mais surtout débattre. On est venu ici, comme vous dites, dans le temple du savoir, mais on est venu en même temps apprendre, si vous voulez, d'eux, recueillir ce savoir, mais apporter le nôtre aussi, et apporter celui des migrants qui sont avec nous. Parce que ça, finalement, le monde académique était demandeur de ça. D'après ce qu'on voit depuis 3 jours, il y a eu beaucoup de monde qui nous ont rejoints ici, qui ne connaissaient pas les migrants et qui sont contents de les avoir rencontrés. L'université comme refuge,
le symbole est fort, dans ce lieu du savoir et de la diffusion. Depuis 4 jours, les cours portent un prénom plutôt qu'un intitulé, celui d'Amar ou de Michele, emprisonné, vendu aux passeurs, marchandise comme une autre. L'histoire n'est plus dans les livres, mais à leur porte et sous leurs yeux. Et pour évoquer ce problème sensible de l'accueil des migrants, nous avons invité Bruno Tircuir, dramaturge, metteur en scène, résolument tourné vers l'Afrique. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes très impliqué dans le festival Migre en scène qui se déroule en ce moment. C'est sur 45 villes de France. Un festival atypique organisé par la CIMAD, le service œcuménique d'entraide. Comment vous réagissez à cette action de ce collectif R qui en fait propose des rencontres avec les migrants eux-mêmes? C'est ce qui est bouleversant, c'est ce qu'on fait nous-mêmes, c'est vraiment dire, rencontrez les migrants, rencontrez-les, vous voyez que leur vie ressemble à ceux de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Il faut toujours avoir en tête qu'un migrant quitte un pays en guerre, un pays en grande difficulté économique, ou simplement par amour. Il a envie de rencontrer quelqu'un, comme vous et moi, on a le droit de circuler, il faut absolument rendre libre cette circulation. Ce maire, Gérard Dezampt, qui sélectionne les migrants chrétiens pour des raisons de sécurité, en tout cas c'est ce qu'il explique. Ça vous choque, ça vous dérange? Mais ce qui est terrible, c'est qu'il a peur, il fait un amalgame entre les attentats qu'on vient de vivre et les religions. La religion musulmane, chrétienne, juive ou l'athéisme n'a rien à voir avec la folie de ces gestes, rien à voir. Et ça, c'est ce qu'on défend dans ce festival. Et au travers de mise en scène, on va voir un extrait de Rue des voleurs, la pièce que vous mettez en scène à Migre en scène. C'est l'histoire d'un migrant marocain. Je propose de regarder un extrait, on se retrouve juste après. C'est l'heure de la vengeance. Pose tes livres blasphématoires et viens avec nous pour lancer ici aussi un printemps révolutionnaire. Seul un attentat frappera les esprits et ouvrira les portes. Bassin, tu as un petit poids à la place du cerveau? Le choix, il est question du choix. Ces migrants qui n'ont pas le choix, c'est une réalité pour eux, ils n'ont pas le choix. Et comment ils vivent la façon dans laquelle nous, on les perçoit? Écoutez, chaque fois que je peux discuter avec un migrant, je me rends compte qu'il me renvoie à notre passé, à cette nécessaire rencontre, à cet nécessaire accueil. Quand j'ai décidé de monter ce roman de Mathias Sénard, Rue des voleurs, le jeune va avoir comme meilleur ami quelqu'un qui va basculer dans un islam plus radical. Il voit en lui un terrorisme, il a tort. En effet, il y a des pratiques radicales, mais toutes ne visent pas au terrorisme. Et donc, il faut absolument, chacun en conscience, se dire « je ne dois pas faire d'amalgame ». Le théâtre, la mise en scène, c'est votre credo. C'est aussi une arme pour mieux faire comprendre les enjeux. Je crois que le théâtre, c'est l'endroit de la parole. C'est l'endroit où on va recevoir des dizaines de jeunes, on va échanger avec eux. On a par exemple créé ce spectacle dans un quartier, le quartier Mistral. On avait installé le camion théâtre au sein du collège. On se rend compte que les jeunes font des mélanges et des amalgames sur les religions terribles. Notre travail par le théâtre est d'amener une conscience de l'autre, de la religion de l'autre ou de l'athéisme de l'autre. Et c'est le but aussi du théâtre, c'est de rencontrer la vie comme elle est vécue, sur scène bien entendu, au travers du théâtre de ces migrants. C'est-à-dire qu'après, au-delà des grands mots, il y a des hommes, des femmes. Donc nous, notre équipe est cosmopolite, un Africain, un Marocain, comme vous l'avez dit, un Juif, un Chrétien. On a ce peuple-là du monde, en fait. Et le monde est composé de tout ça. Alors, certes, il y a quelques individus extrêmement dangereux que les forces de police tentent d'attraper, mais il faut surtout éviter l'amalgame si on ne veut pas arriver à des choses plus graves. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et allez voir donc ce spectacle Migre en scène. Depuis quelques jours, des tirs d'explosifs se font entendre en Isère, au-dessus de la station de l'Alpe d'Huez. Pas de panique, il ne s'agit pas encore de déclencher les avalanches, mais de former ceux qui vont procéder aux tirs dans les stations cet hiver, les pisteurs artificiels. Reportage Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Celle-ci, elle est résistante. Ils sont une trentaine de stagiaires, dont 4 filles, venues de toute la France pour suivre cette formation d'artificiers dispensée depuis des années par l'ANENA, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, la référence dans ce domaine. On va parler aussi bien de tir en carrière que de nivologie, que de déclenchement d'avalanche, que de normes, toute la partie responsabilité civile, pénale, prise de décision, toutes les normes relatives à l'achat, à la détention ou à l'explosion d'artifices font que cette formation, oui, il faut vraiment avoir les oreilles grandes ouvertes pour arriver au bout sans trop de difficultés.
Après la théorie, la pratique sur le terrain dans de rigoureuses conditions hivernales. Donc un va partir avec les détonateurs, l'autre partira avec les charges. Jamais les deux sur le même bonhomme. Au menu aujourd'hui, maîtriser la mèche lente en cas de PIDA, plan d'intervention du déclenchement préventif d'avalanche. Une fois la mèche allumée, le stagiaire semble prendre son temps. Mais ne vous y trompez pas, ici tout est maîtrisé. C'est sûr qu'il y a un petit côté adrénaline, mais on reste quand même posé, on travaille posément, tranquillement, dans les déplacements, à ski, et puis même sur notre zone de travail. Là, c'est la base, on apprend la base des gestes. Donc la néna a son propre PIDA, de façon à ce que les gens acquièrent tous les gestes avec fluidité et sécurité. Cette troisième session de formation s'achève demain soir par un examen. Au total, la NENA aura ainsi formé pour cette année 2015 près d'une centaine d'artificiers. Voilà qui nous amène au quatrième et dernier volet de notre série consacrée aux travaux dans les stations avant l'ouverture de la saison d'hiver. Direction Châtel aujourd'hui en Haute-Savoie où la station est sur tous les fronts cette année. Nouvelle piste bleue, nouveau canon à neige et paravalanche écologique. Un automne idéal, ce genre de petit matin qui vous attire vers les sommets tout en haut des pistes de la station de Châtel dans le secteur des Combes entre Prélajoux et le Lingat. Ne rêvons pas. Aucune randonnée ce matin-là, mais bel et bien du travail. Depuis plusieurs jours, les techniciens hérissent la montagne de rondins de bois assemblés en tripode. Des travaux de sécurisation par avalanche qui utilisent des techniques respectueuses de l'environnement. Vous les injectez dans la foulée du haut aujourd'hui? Ouais. Comme ça, après on peut redescendre le compresseur. C'est des techniques qui reviennent beaucoup, qui se développent de plus en plus, surtout parce qu'elles sont plus environnementales, parce que c'est du bois, donc ça change un petit peu des méthodes traditionnelles de clés ou de râteliers, donc qui sont souvent métalliques. Et donc ça permet aussi de favoriser la reprise d'une plantation si jamais on plante un arbre sous le tripode. Ce n'est pas une obligation, mais ça permet de relancer la végétation. Et une fois que la végétation a reprise, après le rôle du tripode diminue dans le temps. Juste au-dessus du village, plus question cette fois de hauteur, mais de largeur. La piste de la Lèche, ancien itinéraire plutôt étroit, devient une piste bleue confortable grâce à l'action conjuguée des camions et des bulldozers. Mais sur ce type de chantier, le souterrain est aussi important que l'aérien. Il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas effectivement dans la neige de culture, c'est tous les réseaux qui sont enterrés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux là, qui sont enterrés qu'on ne voit plus aujourd'hui. Mais il y a des tuyaux d'eau, tuyaux d'air, il y a des réseaux pour le dialogue, des réseaux pour amener l'énergie à chaque enneigeur. Donc là, en 2 mois et demi de travail, on arrive à installer une vingtaine d'enneigeurs sur le domaine de Châtel. Comme dans toutes les stations, les travaux s'effectuent par étapes, d'année en année. Comme cette passerelle, par exemple, qui vient parachever la liaison entre les deux domaines de Prélajoux-Lingat et Super-Châtel. En fait, en matière d'aménagement de domaines skiables, la réflexion se doit d'être permanente. On essaye de penser un peu qu'est-ce qu'on pourrait amener de mieux, améliorer en matière de sécurité des usagers, sécurité de notre personnel aussi, et en même temps pouvoir déployer le domaine skiable de façon facilitée et tout à fait réaliste pour nos clients. Si la neige est au rendez-vous, la station de Châtel ouvrira ses pistes les week-ends des 28 et 29 novembre, ainsi que les 5 et 6 décembre sur le secteur de Prélajoux. Autre grand rendez-vous, la Coupe de France de ski de boss le 10 janvier prochain sur le stade du Lingat. Et avant de refermer ce journal, un extrait de Fast Forward, le dernier film de Kevin Rolland, le plagnard médaillé olympique à Sochi, et son complice Julien Régnier. Une folle course-poursuite dans la station de la Plagne avec l'apparition de tous les meilleurs skieurs de la station et parmi eux Julien Liseroux. Et bien sûr, ça va à 200 à l'heure. Rendez-vous à 19h pour le prochain Journal des Alpes avec Pauline Allo. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit. On se retrouve demain